vendredi 14 février, le Premier ministre se rend à Ségou pour 3 activités majeures. La pose de la première pierre du vestibule des chefs de village, l'inauguration du stade rénové et le lancement du projet de réhabilitation et d'aménagement hydro-agricole de Ndébougou. Déjà, Ségou est prêt pour servir un accueil chaleureux au chef du gouvernement. $4 milliards de francs CFA, c'est le montant pour la restauration des terres dégradées à Mopti. Les travaux vont sans nul doute désenclaver la Venise malienne. Journée porte ouverte à l'hôpital du Mali. Les visiteurs du jour ont pu voir les efforts fournis par les responsables et les travailleurs de l'hôpital. Des moyens sont mis en place pour prendre en charge toutes les pathologies. 13 février, journée mondiale de la radio. Cet outil de communication s'est imposé au fil des années. La radio joue un rôle crucial dans le cadre de l'information, de la sensibilisation, entre autres. Jeudi 13 février, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de la radio et nous rendons hommage à tous ces hommes et femmes qui se battent au quotidien pour nous servir de la bonne information et qui égayent également nos journées. Merci de votre fidélité. Vous le savez certainement, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation se rend demain à Ségou. Les populations ségouviennes, dans toutes leurs composantes, sont fin prêtes pour réserver un accueil chaleureux au chef de gouvernement. Le général de division Abdoulaye Maïga, je le disais dans les titres, procédera à 3 grandes activités, à savoir la pose de la première pierre du vestibule des chefs de village de la région, l'inauguration du stade rénové et le lancement du projet de réhabilitation et d'aménagement hydro-agricole de Ndébougou 4. Ramata Konaté et Bassi Traoré nous parlent des enjeux de cette visite du chef de gouvernement. Une visite aux 3 activités majeures pour le développement de la région de Ségou. La pose de la première pierre du vestibule des chefs de quartier, villages et fractions de Ségou, l'inauguration du stade Amarindao rénové, le lancement des travaux du projet de réhabilitation et d'aménagement Ndébougou 4. Ce dernier volet est un projet du gouvernement malien avec la KfW pour un montant de plus de 33 milliards de francs CFA. Ces travaux, j'allais dire, qui vont contribuer à augmenter le système d'irrigation globale de l'Osfini-Niger et on va aménager de nouvelles terres. Et si aménagement des nouvelles terres, il va y avoir obligatoirement installation de nouveaux exploitants agricoles. À côté de ce vaste projet agricole, le stade Amarindao rénové. Avec cette infrastructure imposante, plus rien ne s'oppose au développement du sport, la tenue des compétitions nationales et internationales en 4e région. Une rénovation est réalisée sous le leadership du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta. Moi, ma joie est très grande parce qu'il est très rare de voir des stades comme ça et rénovés à ce point avec toutes les disciplines. Nous ne pouvons que remercier les autorités. Déjà, en voyant le stade, on voit déjà une ressource. En voyant le stade, je dirais que ça relève d'une fierté, d'un honneur et surtout d'un privilège pour la région de Ségou, mais en particulier les sportifs et les jeunes. L'État poursuit la valorisation des autorités traditionnelles. Bientôt, un vestibule érigé à leur nom. Le Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga procédera ce vendredi 14 février à la pose de la première pierre de ce vestibule. Les chefs de village voient en cela une marque de considération et au-delà un signal fort de la promotion de nos valeurs traditionnelles. 4 ans, nous on a eu cette parcelle-là. Mais en réalité, on a tout fait courir partout, mais Dieu n'a pas voulu. C'est aujourd'hui que la transition a initié qu'ils vont faire ça. Mais tout ce que nous on peut dire, d'abord mobiliser les chefs de village, de venir massivement pour participer et ensuite remercier les bons dieux. Au regard de l'importance de toutes ces activités que le Premier ministre s'apprête à faire en 4e région, la mobilisation est au maximum. Les Ségoviens jeunes et vieux, hommes et femmes s'activent à réserver un accueil à la dimension des événements. Vraiment, nous sommes émus et très contents et nous voulons l'accueillir chaleureusement parce que son déplacement vers notre région nous réconforte et je sais que la mobilisation ne fera pas défaut. Donc nous allons faire appel à toutes les couches
la région de Ségou, que ce soit une reconnaissance au bout du rouleau à l'endroit du chef de l'État qui se bat de jour comme de nuit pour le bonheur des populations. Je lance un appel pressant à toute la population de Ségou et tous les ressortissants de Ségou, à Ségou et d'ailleurs, de rejoindre toute la population à manifester leur joie par un accueil digne de ce nom à l'adresse du Premier ministre. Et les autorités administratives invitent toutes les forces vives de la région à sortir massivement pour ces événements majeurs. Nous avons invité l'ensemble des 11 cercles, des 35 arrondissements, des 78 communes qui composent la région du Sud. Les femmes, les jeunes, les vieilles personnes, jusqu'à 14h, que nous puissions converger quand même vers le stade, à remplir le stade Amarin Dao rénové. C'est la première fois effectivement que certains vont découvrir le nouveau visage que les plus hautes autorités ont voulu donner à ce stade. Et les remercier parce que c'est en sortant que nous pouvons dire merci vraiment au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ségou, connu à travers son hospitalité légendaire, est fin prêt pour une mobilisation grandiose autour des activités présidées par le Premier ministre sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour qui aucun sacrifice n'est de trop pour le bonheur des Maliens. Voilà, le stade Amarin Dao de Ségou, rénové sur instruction du président de la transition, va être inauguré ce vendredi par le Premier ministre. Et c'est toute la région qui est mobilisée pour donner un cachet particulier à l'inauguration. Nos envoyés spéciaux à Ségou sont Siragatou Sissé et Adama Kamara. Ségou, la cité des Balanzans, est en ébullition. Elle s'apprête à accueillir ce vendredi 14 février 2025 un événement historique. La réception et l'inauguration du stade Amarin Dao rénové par le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Toutes les dispositions ont été prises en termes d'organisation, d'où la tenue à la mairie de Ségou d'une réunion élargie avec toutes les couches concernées par la cérémonie. Le stade Amarin Dao respire la nouveauté. Nous sommes enthousiasmés d'avoir ce stade, ce joyau. Le ministre vient de nous le faire visiter. C'est tout un honneur pour la ville de Ségou, pour la région de Ségou et particulièrement pour les acteurs que nous sommes. Ce stade porte le nom de quelqu'un qui vivait le football, qui a vécu le football. À Ségou, on veut donner à cette fête sportive une couleur. Nous allons sortir, Inch'Allah, pour accueillir le Premier ministre, pour lui montrer notre émotion, parce qu'on a une émotion. Parce que d'avoir ce stade-là, quand vous regardez les autres stades-là, c'est le plus grand stade. Donc ici, on peut dire que c'est un sport, parce qu'il y a tout ici. Donc nous sommes très très ravis et nous appelons toute la population de Ségou de sortir massivement demain pour venir montrer vraiment notre enthousiasme à nos autorités. Ce joyau de 15 000 places relooké avec les commodités est un cadeau du président de la transition à la jeunesse ségovienne. Nous avons vraiment un sentiment de grande gratitude envers les autorités et le peuple de Ségou, la ville de Ségou, le peuple de Mali. La famille est contente pour cette belle initiative qui est déjà de donner le nom du papa au stade et ensuite venir améliorer ce même stade. On ne peut qu'être fier. Le Burkina est à côté de Ségou, donc l'équipe nationale du Burkina peut au-delà de jouer à Bamako, venir jouer ici à Ségou, tout comme les autres nations dont les stades n'ont pas pu être homologués jusqu'à présent. L'événement sera présidé par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Meiga. La ville de Ségou a hâte de recevoir les clés du stade Amarin Dao. Auparavant, le ministre en charge des sports, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, a rencontré les présidents des différentes ligues régionales affiliées. Cérémonie de prestation de serment du nouveau gouverneur de la région de Ségou. Le commissaire général de brigade de police Souleymane Traoré a prêté serment ce jeudi au tribunal de grande instance de Ségou.
La cérémonie enregistre la présence des autorités administratives et politiques, les membres du CNT et plusieurs autres personnalités. La nomination du nouveau gouverneur fait suite à la disparition tragique de son prédécesseur, le contrôleur général Alassane Traoré, qui a perdu la vie suite à un accident de circulation en décembre dernier, à qui un hommage a été rendu. Le nouveau gouverneur de la région de Ségou, le commissaire général de brigade de police Souleymane Traoré, a juré de servir la région et le Mali selon la Constitution et les lois de la République. Le chef de l'exécutif régional, âgé de 62 ans, est ainsi renvoyé à ses fonctions ce jeudi. Plus de 4 milliards de francs CFA, c'est l'investissement des travaux d'élargissement et de rehaussement de la digue route d'accès au gouvernorat, le curage des sédiments et la réhabilitation de la rampe et du quai d'accostage. Ces infrastructures vont désenclaver la ville de Mopti. Elles s'inscrivent dans le cadre du projet restauration de terres dégradées. Reportage Oumar Maïga et Djakalia Traoré. Le lancement des travaux d'élargissement et de rehaussement de la digue route d'accès au gouvernorat, la réhabilitation de la rampe d'accostage, le dragage et le curage des sédiments sur la voie d'accès au quai, entre autres, par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et celui des Transports et des Infrastructures s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet de restauration des terres dégradées PRTD Mali dans la région de Mopti. Si Mopti est à un tournant de son développement, il est essentiel que ces projets puissent impacter directement sa population, c'est-à-dire sa jeunesse. C'est pourquoi je plaide pour l'employabilité des jeunes ici présents parmi nous dans l'exécution de ces travaux. Ce sont des jeunes qui ont eu à participer dans des activités du PAFEM, qui est un projet aussi de la Banque mondiale pour leur employabilité dans les travaux à haute intensité. La réalisation de ces infrastructures dans notre région est l'expression de la volonté des plus hautes autorités de la transition de satisfaire les demandes critiques d'urbanisation de nos villes et de nos communautés inclusives pour que ces mêmes communautés soient plus résilientes, productives et viables et qu'elles soient en phase avec les 3 principes édictés par le président de la transition. Le projet Restauration des terres dégradées, soutenu par le gouvernement malien avec l'appui financier de la Banque mondiale, est une réponse efficace aux différentes sollicitations des populations pour relever les défis environnementaux. Face aux défis environnementaux, nous procéderons en ce jour 13 février 2025 avec un investissement de 4 567 897 910 francs CFA au lancement des travaux de rehaussement de l'élargissement de la digue route d'accès au gouvernorat sur une distance d'un peu plus de 2 km afin d'améliorer la circulation et protéger les berges et la ville des inondations récurrentes. Des réhabilitations de la rampe et du quai d'accostage pour faciliter les échanges commerciaux et renforcer la sécurité des embarcations. De dragage, de curage des sédiments sur 2195 km de voies d'accès au quai, garantissant ainsi une meilleure navigabilité et une fluidité des activités portuaires. Ces travaux qui démarreront dans la région de Mopti vont sans nul doute renforcer et améliorer les équipements et demeurent un véritable investissement pour la cause de l'environnement commun fondé sur le progrès et la durabilité. Une vaste campagne de distribution de vivres vient d'être lancée. Elle concerne l'ensemble du territoire national, cela dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Cette campagne permettra à 2500 ménages issus des couches défavorisées, notamment des personnes vivant avec un handicap et des veuves, de passer un bon mois de Ramadan. Ici à Bamako, l'opération a commencé en commune 1 et 2 du district de Bamako. Le point avec Al-Jumatina. Les œuvres sociales du président de la transition ne faiblissent pas et se poursuivent au bonheur des Maliens en général et des plus démunis en particulier. À l'approche du mois béni des Ramadan, une vaste opération de distribution de vivres aux couches défavorisées vient de démarrer. Le kit est composé de 20 litres d'huile, un sac de sucre, 50 kg de mil et de riz.
Après Tombouctou et Taoudini, l'équipe des œuvres sociales du président de la transition a mis cap sur Krofina Nord en commune 1 et Bakary Bougou en commune 2 du district de Bamako pour le geste de bienfaisance du chef de l'État. Afin d'atténuer un peu les charges du mois de Ramadan, on a initié une grande opération de distribution de vivres sur toute l'étendue du territoire. Partout où on passe, on donne 150 kits composés de riz, de mil, de sucre et d'huile. C'est à peu près 2500 foyers qui seront concernés par cette opération dans le cadre du Ramadan. C'est la solidarité malienne qui parle, que le président de la transition voudrait que d'autres Maliens l'imitent. Le message, c'est surtout la solidarité, qu'on puisse faire beaucoup de bénédictions pour le pays et surtout pour nos femmes qui sont en train de se battre pour nous. Les bénéficiaires de ces vivres, qui sont les personnes vivant avec un handicap, les veuves et les démunis très heureux, ont remercié le président de la transition pour son geste de solidarité et d'entraide et ont fait des bénédictions pour le pays. L'opération de distribution des vivres se poursuivra dans les communes 3, 4, 5 et 6 du district de Bamako ainsi que les autres localités du pays. Suite à l'appel lancé par le gouverneur de la région de Douentza lors de la Semaine nationale de la réconciliation le 15 septembre dernier, les efforts de solidarité envers les victimes des inondations de 2024 ont abouti à une collecte de fonds et 121 ménages viennent de bénéficier de dons. Reportage Al-Mouzer, Al-Kamissa Yatara. La répartition des fonds a concerné 24 ménages de chaque commune de Douentza et 25 ménages de la commune d'Ngouma. Chaque ménage a reçu 25 000 francs CFA pour les aider à surmonter les difficultés économiques causées par les inondations et les lourds dégâts matériels qui ont suivi. Le bilan de ces inondations fait état de plus de 1060 ménages sinistrés, totalisant 7061 personnes sinistrées, réparties entre les cercles de Douentza, Boré et Ngouma. Et c'est pourquoi nous avons lancé un appel vibrant d'assistance qui heureusement a été favorablement répondu par des donateurs composés essentiellement de différentes couches de la ville de Douentza, des fonctionnaires et de certaines ONG de la place. Le gouverneur a rappelé l'ampleur des dégâts et a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à cette cause. L'appel lancé s'est soldé par la collecte de la somme de 3 87 600 francs qui, après analyse des différents degrés de sinistre, a été réparti entre 121 ménages. Il s'agit de 24 ménages de chaque commune de Douentza, Petaka, Dalla et Boré et 25 de la commune de Ngouma. Les bénéficiaires de ces collectes de fonds se sont réjouis de l'esprit de solidarité et de coopération, affirmant qu'il est essentiel de continuer à soutenir les plus vulnérables dans ces moments de crise. Nous sommes ravis vraiment de recevoir ce don, c'est vraiment bon. Ils ont fait un geste très symbolique qui nous va au cœur. Nous remercions vraiment toute la population de Douentza. L'événement a également été l'occasion de rendre hommage à la marraine et aux parrains de la dernière édition du mois de la solidarité. Ces personnes ont activement contribué à la mobilisation. En leur honneur, des attestations de reconnaissance ont été remises, saluant leur rôle dans cette belle initiative. L'actualité, c'est aussi le lancement du calendrier d'émission des titres publics de l'année 2025. Il s'agit de présenter au grand public le plan de mobilisation des fonds à lever sur le marché financier de l'UEMOA. Cette année, le besoin du gouvernement malien s'élève à 1255 milliards de francs CFA pour le complément de financement de l'économie nationale. Reportage Youssouf Diakité et Abdul Salam Bamara. Les émissions des titres publics, bons et obligations du Trésor visent surtout à financer les investissements nécessaires à la croissance et au développement économique de l'État avec la mobilisation des ressources en vue d'assurer la couverture des besoins ponctuels des trésoreries du pays. Et s'agissant du calendrier d'émission 2025, conformément à l'équilibre financier déterminé dans la loi de finances initiale 2025, le montant mobilisé par l'État du Mali pour cette année se chiffre à 1255 milliards de francs CFA. Ce niveau d'endettement, il est important de le noter, reste conforme à la stratégie d'endettement de l'État du Mali. En outre, il préserve la viabilité de la dette publique
avec un ratio d'encours de la dette prévu à 50,6% en 2025, avec l'exécution de ce calendrier contre une norme communautaire de 70%. Le Trésor du Mali intervient depuis 2003 sur le marché régional avec une croissance régulière en liaison avec les exigences de la mise en œuvre des politiques de développement et de réduction de la pauvreté. Pour la fluidité de ces émissions de titres, le Trésor public travaille directement avec ses partenaires financiers. Aujourd'hui, nous avons présenté publiquement le programme que nous entendons de mener d'ici la fin de l'année pour lever des fonds sur le marché financier régional, que nous appelons UEMOA, pour venir abonder notre budget afin que l'écart qu'il y a entre les recettes de l'État et les dépenses de l'État, cet écart-là, c'est ce qui nous permet de financer par l'émission de bons et obligations sur le marché. On fait une cérémonie de ce genre-là pour présenter officiellement notre calendrier à nos partenaires qui sont les banques, les sociétés de gestion et d'intermédiation, même des particuliers qui ont beaucoup de fonds importants. L'un des objectifs phares, c'est de poursuivre la dynamique de la consolidation des acquis du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable. Force est de constater que les États de la zone UEMOA, toujours engagés dans d'importants programmes de développement, affichent toujours des besoins de financement conséquents. Pour 2025, ce sont 9 212 milliards qui sont demandés aux investisseurs sur le marché des titres publics pour accompagner le développement de la zone UEMOA. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali est une association qui abonde dans le même sens que le gouvernement pour l'atteinte des objectifs de développement durable. La présente cérémonie se tient à un moment particulièrement important pour notre pays, confronté à plusieurs défis économiques, sécuritaires, sociaux et de grands projets à réaliser, induisant des besoins de financement importants. Malgré des recettes propres de plus en plus importantes grâce aux efforts conjugués des directions des impôts et des douanes, notre pays, à l'instar des autres pays de l'UEMOA, a recours depuis plusieurs années aux émissions des bons et obligations du Trésor sur le marché financier régional avec le concours de UEMOA Titres pour mobiliser des ressources en vue d'assurer la couverture d'une partie de ses besoins. La poursuite des investissements publics afin de pallier le déficit en infrastructures, notamment le désenclavement intérieur et extérieur du pays, la satisfaction des besoins en interne sont autant d'éléments auxquels le gouvernement attache du prix. Malgré ce contexte particulier, le Trésor public du Mali, avec votre accompagnement, a mobilisé sur le marché financier régional 976 milliards de francs CFA. Cette occasion me permet de vous remercier sincèrement pour votre fidèle accompagnement pour le développement économique et social du pays. Mesdames et messieurs, chers partenaires, s'agissant du programme d'émission des titres publics de 2025, qui vient d'être présenté, j'ose espérer que vous continuerez à appuyer notre pays dans ses efforts de développement en participant de manière significative à ces émissions de titres publics à un moment très déterminant de la vie de notre nation. La cérémonie de lancement du calendrier d'émission des titres publics, faut-il le rappeler, a regroupé l'ensemble des acteurs économiques, les représentants des institutions d'investissement, entre autres. Le Mali a adopté 3 projets de texte instaurant de nouvelles taxes, vous le savez certainement. C'était le 5 février 2025 en Conseil des ministres. Elles concernent les télécommunications, le mobile monnaie et l'alcool. Des textes adoptés de façon inclusive, impliquant tous les acteurs, notamment les associations de défense des droits des consommateurs. Et je vous propose d'écouter successivement le président du réseau de défense des consommateurs du Mali et l'association malienne de défense des droits des consommateurs. Ils sont au micro de Bemba Sibi. Nous avons été consultés, mais moi je pense que l'instauration de cette taxe-là ne devrait pas poser problème par rapport aux résultats attendus. Le résultat attendu, c'est faire face aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Donc moi je pense réellement que c'est de cela. Il y a le délestage, nous prenons tout simplement depuis 1 an, il y a le délestage. Et le délestage là, ce n'est qu'un problème financier, c'est sûr.
Donc ça permettra à l'État d'avoir effectivement des ressources pour faire face à ce problème-là. Et sûr que avec la prise en charge de ce problème, c'est sûr que l'économie va démarrer. Le défi à relever, moi je pense que pour les consommateurs, ça c'est le défi de l'information. C'est-à-dire les autorités sont obligées de donner toutes les informations par rapport à l'utilisation de ce fonds. Et nous avons proposé à ce que ce fonds soit géré au niveau de la présidence. Et son évaluation doit être également faite. Donc, chaque trimestre, on doit savoir quel est le montant qui a été collecté et recouvré et les montants utilisés également et dans quel domaine. C'est une mesure temporaire et c'est un sacrifice qui est demandé à la population. Et le contexte dans lequel nous sommes, nous y avons adhéré. Traditionnellement, une association de consommateurs s'oppose toujours à une augmentation. Mais compte tenu de la situation dans laquelle le Mali se trouve, le chemin emprunté par ces nouvelles autorités que nous suivons tous les jours, nous avons dit que notre accompagnement ne leur fera pas défaut. Nous sommes d'accord sur le principe et nous donnerons des explications nécessaires à la population pour les faire adhérer à cela. Et le gouvernement nous a donné la garantie aussi que ces fonds seront logés dans un compte qui sera géré par une commission qui sera aussi logée à la présidence de la République. Donc, après nous avoir donné toutes ces garanties, donc nous nous sommes dit il n'y a rien qui puisse nous amener à douter de la bonne foi et rien ne peut aussi nous amener à nous opposer de cela parce qu'il s'agit d'un acte patriotique. Nous vous amenons à présent dans les locaux de l'hôpital du Mali pour une visite où l'établissement sanitaire vient d'ouvrir ses portes pour parler des progrès réalisés par les hommes aux blouses blanches. L'hôpital du Mali dispose de moyens humains et matériels pour prendre en charge la plupart des pathologies, même les plus graves. Occasion pour la ministre en charge de la Santé et son collègue de la communication de voir des équipements et discuter avec les responsables de l'hôpital. Journée porte ouverte à l'hôpital du Mali à Lucénie Touré y était pour ORTM. Cette journée portes ouvertes vise à démontrer au public les capacités d'accueil et de prise en charge de l'hôpital du Mali, principale formation sanitaire située sur la rive droite. Ces installations de dernière génération ont émerveillé les visiteurs qui ont commencé leur parcours par le laboratoire d'analyse médicale. Ce fut ensuite le bloc des urgences qui a accueilli le ministre de la Santé et son collègue de la communication. Ici, la capacité d'accueil des cas sérieux est extensible. Les patients séjournent d'abord ici, reçoivent les premiers soins avant d'être référés à un spécialiste qui s'occupera de leur cas. Dans le même bloc se trouve la réanimation, un service essentiel pour les cas sérieux. L'hôpital du Mali dispose également d'un service de procréation médicalement assisté qui aide à combattre l'infertilité. Un autre service s'occupe des soins thoraciques et de la chirurgie cardiaque. Le laboratoire et l'imagerie médicale, l'IRM et le scanner, sans oublier le bloc opératoire, ont également été visités. Nous avons fait une visite surtout axée sur les paracliniques, c'est-à-dire notamment le laboratoire, l'imagerie et surtout encore la prise en charge de cancers spécifiques. Et donc l'impression que nous avons aujourd'hui en matière de laboratoire, je pense que vous avez vu la capacité et surtout en termes vraiment de biologie très poussée, on n'a pas à envier à qui que ce soit. Et donc nous sommes sans peur de dire que nous pouvons réaliser tout ce qui est analyse aujourd'hui très pointue. À l'issue de cette visite, le ministre Alhamdou Aguilien a exprimé sa confiance en nos structures hospitalières et a demandé aux usagers d'en faire autant. J'ai été surpris de voir aujourd'hui que le cancer est traité totalement depuis le diagnostic jusqu'au traitement final ici au Mali. J'invite tous les Maliens à venir voir cela et puis à faire confiance
à nos appareils qui sont de dernière génération et à nos spécialistes qui sont de haute qualification. J'ai aussi pu apprécier la qualité, n'est-ce pas, et l'avance pointue en termes d'imagerie de l'hôpital du Mali. Et je pense que d'ici quelques années, le Mali sera vraiment à la pointe en termes d'imagerie et de traitement de la plupart des maladies, notamment du cancer. La présence des membres du gouvernement a également été mise à profit pour procéder à la mise en exploitation de l'accélérateur linéaire qui s'occupe des cas des malades du cancer. L'hôpital du Mali a été créé pour réduire les évacuations à l'extérieur du pays et se voudrait excellent et continue à exceller dans les domaines suivants comme la neurochirurgie, la chirurgie thoracique et cardiovasculaire, l'endocrinologie, diabétologie, la radiothérapie, l'assistance. Elle est magique, elle nous capte tous les jours, elle s'est imposée comme un puissant moyen de communication et de sensibilisation des communautés. Vous l'aurez compris, il s'agit bien évidemment de la radio et nous la célébrons aujourd'hui, le 13 février, la journée mondiale de la radio, une journée au cours de laquelle les acteurs du domaine magnifient le rôle crucial que joue la radio et mènent des réflexions pour des possibilités futures de l'outil de communication. Le point avec Aldumatina. Depuis sa découverte, la radio n'a cessé d'être au service des populations. Par sa magie et sa simplicité, elle s'est imposée comme un moyen efficace d'information, de sensibilisation et d'éducation des communautés. Ainsi, la célébration de la Journée mondiale du précieux outil de communication est un moment important pour les acteurs du domaine de se retrouver et magnifier l'histoire, la valeur de la radio. Organisée par Studio Tamani en partenariat avec l'URTEL et la Maison de la Presse, la célébration de cette 14e édition met l'accent sur la radio face aux urgences climatiques. Une thématique d'actualité qui met en lumière le rôle que joue la radio et la place qu'elle occupe dans la sensibilisation pour un changement social de comportement face aux effets du changement climatique. Chaque journée internationale représente une opportunité d'informer le grand public sur les thématiques liées à des enjeux majeurs. Au cours des dernières décennies, grâce aux médias, les concepts liés au changement climatique ont été présentés de manière claire et compréhensible, et ce qui a permis au grand public de mieux cerner la nécessité de protéger notre environnement. Nul n'ignore le rôle important de la radio dans nos communautés. Et cette année, à cause des calamités naturelles que nous avons connues, notamment les inondations, qui ont fait beaucoup de dégâts humains, matériels, psychologiques, les radios ont continué à jouer un rôle important dans l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des populations. Ces phénomènes deviennent de plus en plus fréquents et affectent les conditions de vie de millions de Maliens. Dans ce contexte, la radio a un rôle primordial à jouer, celui d'informer les populations, d'amplifier les voix des acteurs du changement et d'encourager des actions concrètes pour un avenir plus durable. La journée est aussi un moment propice de mesurer le chemin parcouru et d'attirer les attentions sur les difficultés. Nous souffrons de problèmes de tout ordre. Les problèmes demeurent les charges de salaire, d'électricité, de téléphonie et autres charges de déplacement, d'entretien de matériel, point important pour la survie de nos médias. L'épée de Damoclès se rallonge avec les nouveaux tarifs intenables par les médias maliens qui sont déjà agonisants à cause de l'insécurité de la crise économique mondiale et surtout la crise énergétique. En cette journée spéciale dédiée à la radio, voyons ensemble comment nous pourrions faire revivre et renaître de ces cendres le Festival Biennal Ondes de Liberté. Un rendez-vous important qui permet de statuer sur l'ensemble des questions relatives aux médias radio. Depuis son institution par l'UNESCO en 2011, cette journée est une occasion de rappeler l'importance cruciale de la radio en tant qu'outil de développement, d'éducation, de sensibilisation et de promotion de la liberté d'expression. Au nom des plus hautes autorités du pays, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les acteurs du secteur radiophonique.
Votre mission est essentielle et le gouvernement, conscient des défis auxquels vous faites face, s'engage à vous accompagner pour renforcer votre rôle dans la construction d'un Mali plus informé, plus résilient et plus uni. En tant que moyen de communication des masses, la radio connaît une histoire riche et tumultueuse. Et malgré l'avènement d'autres technologies, elle continue à marquer les esprits. Oui, la radio a cette capacité unique à toucher le plus grand nombre de personnes. C'est pourquoi elle peut être une arme redoutable pour communiquer. Cette année, le thème est la radio face aux urgences climatiques, alerter, sensibiliser, agir pour un Mali résilient. Les autorités l'ont choisi pour atteindre le plus grand nombre de personnes afin de faire face à l'urgence environnementale. Et on en parle avec Barakissa Ouattara, Adama Traoré, avec le concours de ORTM Ségou. Inondations, ensablement dans certaines régions du nord, pollution du fleuve Niger, le dérèglement climatique s'impose de plus en plus dans nos actualités. Face à l'urgence, les autorités ont pris conscience et surtout acte en mettant la radio au service de l'action climatique. La crise climatique fait donc l'objet d'un consensus pour les deux départements, à savoir la communication et l'environnement. La radio, de par sa proximité des populations et aussi de par son instantanéité dans le traitement de l'information, fait que c'est une arme redoutable aux mains des acteurs impliqués dans la lutte contre les changements climatiques pour utiliser comme canaux dans le cadre de la sensibilisation, l'éducation et l'information par rapport aux grands enjeux internationaux et nationaux en matière de changement climatique. Aujourd'hui, je pense que la question des changements climatiques, c'est des questions d'actualité et des questions sur lesquelles nous allons continuer à vivre avec. Et je pense qu'il est important effectivement que l'information puisse continuer de façon permanente auprès des populations pour prévenir ces genres de situations qui sont très regrettables. Je pense qu'il est important effectivement qu'on puisse continuer à sensibiliser les populations pour leur dire d'éviter effectivement certaines occupations illicites au niveau de nos communes, du pays de façon générale. La radio face aux urgences climatiques, alerter, sensibiliser, agir pour un Mali résilient, c'est le thème choisi conjointement par les deux départements. Et ORTM, dans sa mission du service public, ne cesse de jouer son rôle en alertant les populations et aussi les autorités à travers des émissions radio. Ce thème retenu par l'URTEL et les partenaires pour célébrer la Journée mondiale de la radio est un thème vraiment d'actualité. Je pense qu'au-delà des simples émissions que nous menons et au-delà des simples initiatives, il y a lieu vraiment d'aller vers une synergie d'action pour vraiment trouver des solutions par rapport à la pollution, par rapport à la dégradation de l'environnement. La radio se positionne donc comme une actrice clé grâce à sa capacité unique de s'adresser à des publics variés. Malgré ces alertes, l'hivernage 2024 n'a épargné aucun secteur. Des champs ont été submergés, des centres de santé endommagés et même certaines stations radio n'y ont pas échappé. L'État a dû décréter l'état de catastrophe naturelle. Face à la situation, beaucoup de radios ont dû réadapter leurs programmes. L'eau avait donc submergé partout. Et finalement, on était obligé donc de restreindre donc les services. Alors, les techniciens quand même ont joué leur rôle, mais quant aux journalistes, ils venaient donc à tour de rôle. Dans le cercle de Bla, de Nyono, Massina et même à Ségou, dans le quartier Médine, certaines radios ont été obligées d'arrêter leur programme parce que dans certaines cours même, on a constaté que vraiment la cour était pleine d'eau. Et ce qui a entraîné aussi le dégât matériel conséquent au niveau de ces radios. En mettant la radio au cœur du défi du phénomène du changement climatique, les autorités prouvent une fois de plus qu'elle est un média d'espoir et un catalyseur du changement de comportement.
Cérémonie de remise de vivres aux victimes des inondations de 2024. Un don de la Banque mondiale à travers le projet de résilience. Le montant cumulé du don s'élève à près de 44 milliards de francs CFA en faveur de plus de 340 000 bénéficiaires. Le reportage est signé Youssouf Diakité. Le projet de résilience urbaine de Bamako Pruba a pour objectif d'améliorer l'accès aux services de gestion des déchets, d'assainissement et d'approvisionnement en eau en milieu urbain, d'accroître la résilience aux inondations dans certaines zones vulnérables du district de Bamako et dans certaines communes voisines ciblées. Il s'agit surtout de renforcer les capacités des différents acteurs en matière de gestion urbaine. C'est dans cette mouvance que la Banque mondiale, à travers le ministère en charge de l'urbanisme, vient au secours des victimes des inondations de 2024. Le montant cumulé de cet appui s'élève à environ 44 milliards de francs CFA. C'est avec un immense plaisir que je me trouve parmi vous aujourd'hui, au nom de la Banque mondiale, pour témoigner de la réception et de la distribution des vivres et non-vivres en faveur des populations touchées par les inondations dans le district de Bamako. Je suis rempli d'émotion d'être personnellement témoin de ces moments de partage et de solidarité. Le ministère de la Santé et du Développement social, l'un des bénéficiaires phares de l'appui, a saisi l'opportunité pour saluer la clairvoyance et la constance de la Banque mondiale dans l'accompagnement du gouvernement malien dans ce moment spécifique de la vie de la nation. La situation cumulée des inondations fait état de 729 cas d'inondation sur toute l'étendue du territoire, 47 306 cas d'effondrement, 88 083 ménages impactés, 465 226 personnes sinistrées, 66 032 maisons endommagées ou à risque d'effondrement, 2 915 greniers ou magasins détruits, 20 988 latrines impactées et 6 590 puits endommagés, plusieurs milliers de bétail emportés et des centaines de milliers de superficies cultivables perdues. Ce sont plus de 340 000 personnes qui bénéficient de cet appui sur toute l'étendue du territoire national. Un motif de satisfaction pour le ministre en charge de l'urbanisme, de l'habitat, de l'aménagement du territoire et de la population. Elle vise à mobiliser un montant de 43,1 milliards de francs CFA suite à une requête du ministre de l'économie et des finances près de la Banque mondiale. Conformément à l'objectif de développement du PRIBA, il est convenu que les fonds du cercle financeront des dépenses de secours d'urgence après une catastrophe pour soutenir les efforts rapides d'intervention d'urgence du gouvernement. C'est dans ce cadre qu'un plan d'action a été élaboré et s'articule autour des activités ci-après: l'appui à l'assainissement des zones affectées par les inondations, l'appui à la réponse de la protection civile aux inondations, l'appui aux besoins liés à la santé, l'appui aux besoins de base, c'est-à-dire la nutrition, logement temporaire, scolarisation et l'appui à la remise en état des infrastructures routières. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique aux bénéficiaires. Actualité, la journée mondiale de la radio. On en parle également au Burkina Faso. Pour marquer cet événement, une équipe de la RTB a rencontré des passionnés de ce média de proximité. Ces fidèles auditeurs rappellent leur amour pour la radio et le rôle d'éducation qu'elle joue. Salam Dabal. Plus de 40 ans pour certains et plus de 50 ans pour d'autres à l'écoute des programmes de Radio Bobo. Un média de proximité devenu une source d'information, d'inspiration et un compagnon de tous les jours pour ces passionnés de Radio Bobo. Ça, c'est une vieille histoire. Si ma maman le point, ça a commencé autour des années 74. Je pense en ce moment, j'étais au CE2. Mais même avant ça, en notre temps, CP1, CP2, il y avait des émissions radiophoniques, le langage. Donc, je sais qu'au CP1, ça a commencé à 8h. Et au CP2, ça a commencé autour de 8h30, 9h. Bon, depuis ce temps, j'ai commencé à aimer la radio. Depuis mon enfant, j'ai toujours
aimé la radio Bobo Glasso. Ah, ça vaut les 40 ans, hein? Plus de 40 ans maintenant. Mon attachement à la radio, c'est depuis 1978. C'est ma première femme même. La radio, c'est mon idole, c'est mon tout. La radio éduque, la radio éveille et la radio conseille. Ces amoureux de Radio Bobo apprécient vivement les différents programmes offerts au public. Des auditeurs qui, tout de même, souhaitent l'amélioration de certains contenus. Ah, le programme de l'ensemble de Radio Bobo, vraiment, c'est propre, c'est correct. Ce que je peux dire comme suggestion, bon, je trouve surtout l'actus au quotidien là, 30 minutes là, je trouve que c'est un peu, voilà, c'est un peu courte. Les émissions, c'est bien, et donc il faut multiplier les émissions en langue nationale. La radio étant un outil d'éducation, de conscientisation et de transformation d'une société, ces passionnés de ce média de proximité appellent la jeune génération à se l'approprier. En notre temps, il y avait une émission qu'on appelait le micro à l'école. Et je sais que l'émission m'a apporté beaucoup de choses. Beaucoup. Ma réussite, je peux dire, je dois à cette émission. À la radio, il y a de bonnes choses. Écoutez, ne dites jamais que le gars qui parle là, il parle. Non, même s'il crie, il y a un message à l'intérieur. C'est mon coucher en même temps. Je dors avec la radio Bobo et je me réveille avec la radio Bobo à 5h45. Et la radio Bobo se ferme à minuit. Et quand ça se ferme à minuit, je balance en même temps la radio Waga. Mon message que je donne à la jeunesse d'aujourd'hui, surtout à mes enfants, ils n'ont qu'à s'intéresser à la radio, parce que la radio cultive. La journée mondiale de la radio est instituée chaque 13 février de l'année. Elle a été entérinée 3 novembre 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Bulletin d'intervention des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 12 janvier au 9 février 2025. Un commentaire de Jocelyne Amoussou. À l'ouest du pays, sur la rive droite du fleuve Niger, dans la matinée du lundi 10 février, lors d'un contrôle de routine au poste de sécurité de Saï, nos forces de défense et de sécurité ont procédé à l'interception d'un véhicule suspect de type IAS. Après une fouille minutieuse, il a été découvert que le véhicule transportait un important ravitaillement dissimulé dans des sacs enveloppés d'éponges, une technique couramment utilisée pour échapper au contrôle. La cargaison saisie comprenait notamment des pièces de rechange pour moto, plusieurs centaines de litres d'huile de vidange, des produits interdits, des panneaux solaires ainsi que divers équipements de subsistance. Tout porte à croire que ce matériel était destiné aux groupes armés criminels opérant dans la zone du parc de W, servant à la fois à la logistique et au soutien opérationnel de ces derniers. Le convoyeur du véhicule a immédiatement été arrêté et remis avec le chargement saisi aux autorités compétentes afin de mener une enquête approfondie et d'identifier les éventuelles ramifications de ce réseau d'approvisionnement clandestin. Par ailleurs, un peu plus tôt dans la journée, une unité des forces de défense en mission vers Mosipaga a été la cible d'une attaque perfide perpétrée à l'aide d'un engin explosif improvisé à effet dirigé. L'explosion a blessé 4 de nos vaillants soldats, heureusement sans mettre leur vie en danger. Suite à cet incident, une opération de ratissage a été immédiatement déclenchée, permettant de localiser et de saisir du matériel servant à la fabrication de mines artisanales, confirmant ainsi l'implantation de cellules terroristes actives dans la région. Poursuivant leur mission avec détermination, nos forces ont pu, grâce à une dénonciation anonyme, appréhender 2 individus activement recherchés. Ces derniers, identifiés comme appartenant à des groupes criminels, étant impliqués dans plusieurs actes de pillage, ciblant les villages environnants. Leur arrestation marque un coup dur porté aux bandes armées qui sèment la terreur dans cette zone. Sur la rive gauche du fleuve, ces derniers jours, la situation sécuritaire est restée relativement calme dans la zone d'Al-Mahaou, où nos forces de défense et de sécurité poursuivent leurs efforts de surveillance et de prévention des menaces potentielles. Le 11 février 2025, les forces de défense et de sécurité d'Aérou ont enregistré la reddition de 4 anciens combattants de l'État islamique dans le Grand Sahara. Ils étaient accompagnés d'une femme et ont remis du matériel de guerre comprenant 2 fusils AK-47 à crosse escamotables, 3 radios Motorola, 5 chargeurs remplis, 24 cartouches de 7,62 par 39 mm ainsi qu'une moto.
Confrontés à la pression des FDS dont la présence s'est intensifiée dans la région et à la coupure quasi totale des voies d'approvisionnement, ces ex-combattants ont choisi de se tourner vers la réinsertion. Cette démarche patriotique est saluée par les plus hautes autorités du pays qui encouragent les autres individus égarés à suivre cet exemple et à contribuer à l'édification nationale. Les initiateurs de la foire internationale multisectorielle de l'AIS ont organisé une conférence de presse. Elle se tiendra du 23 avril au 3 mai 2025 à Bamako, CICB. Il s'agit pour les organisateurs de contribuer au rayonnement socio-économique de l'agriculture, l'élevage dans l'espace AIS et 350 stands seront érigés. Reportage Youssouf Diakité et Mahamadou Sidibi. La foire internationale multisectorielle de l'AIS se tient à Bamako du 23 avril au 3 mai 2025. L'annonce est faite à la faveur de cette conférence de presse, une initiative des jeunes de l'AIS pour contribuer au rayonnement socio-économique et culturel de l'espace. Les thématiques choisies cadrent avec la problématique du développement durable de la Confédération des États du Sahel. Créer un cadre de coordination, d'action et de synergie pour stimuler et booster l'économie de l'espace AIS, renforcer la résilience financière de ces entreprises et promouvoir ainsi son développement économique et durable. La FIMAES Mali 2025 sera donc un cadre opportun, favorable à l'épanouissement économique du secteur privé de l'espace AIS, qui aura ainsi l'occasion propice de se faire connaître davantage et d'explorer les possibilités de s'implanter librement sur tout l'espace AIS et développer leurs activités. Faut-il les noter, la foire internationale multisectorielle de l'AIS est un espace de promotion et de valorisation des produits et des entreprises de l'espace AIS. Le budget prévisionnel pour cette première édition de la FIMA AIS est de 600 millions de francs CFA. C'est de compter sur nous-mêmes, étant chef d'entreprise et professionnel dans le domaine, aussi compter sur la vente des stands et le sponsoring, et aussi s'il y a des contributions institutionnelles aussi, on ne va pas refuser. La foire internationale multisectorielle se tient de façon tournante dans les pays de la Confédération des États du Sahel, et Bamako abrite cette première édition. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme est en séjour à Jeddah, dans la capitale saoudienne. Le ministre d'Affaires prend part à la 13e session de la conférence des ministres de la Culture de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Le thème retenu est l'impact de la culture sur le développement socio-économique. Pour plus de précision, nous l'écoutons. Cette conférence est de la 13e édition, ça se passe sous le thème de culture, l'impact de la culture comme facteur de paix et culture comme facteur de développement socio-économique de nos pays. Donc toute chose qui est en résonance avec la vision du chef de l'État, du président de la transition du Mali, le général Assimi Goïta, à travers le programme Mali d'un Croix qui vise à inculquer les valeurs sociétales, à un Mali de paix, à un Mali où il fait bon de vivre. Donc nous sommes en phase. Si aussi l'occasion a été opportune avec nos frères des pays de l'AES, ensemble nous avons concerté nos points de vue conformément à la vision de notre politique culturelle qu'on vient de valider à Ségou. Nous avons commencé à recevoir, à discuter avec les autres collègues en mettant en avant cette volonté, cette vision de nos chefs d'État. Parce que la paix, c'est la première ressource pour le développement. Et le Sahel aujourd'hui est en quête de paix. Donc ça fait
fait une phase. Aujourd'hui, nous sommes en communion avec l'ensemble des ministres de la Culture présents ici pour parler de la problématique du contexte des États du Sahel. Et ça a été une occasion pour le Mali, la voix du Mali que j'ai eu l'honneur et le privilège de porter, de faire des recommandations très fortes, notamment une meilleure préservation de nos sites culturels. Pour information, le Mali a déjà quelques sites qui ont été sauvegardés ou protégés par l'ICESCO dans le passé. Aussi, nous avons souhaité une meilleure promotion et un soutien pour combattre l'extrémisme violent. Et donc je pense que notre organisation, à travers l'OCI, est la mieux placée pour faire mener ce combat-là par rapport au monde. L'extrémisme violent aujourd'hui qui gagne du terrain au nom de l'islam. Et aussi de promouvoir pour des recherches dans le domaine du monde islamique. Et aussi nous avons proposé une promotion accrue, non seulement des intellectuels, mais des femmes, pour faire en sorte que le monde islamique puisse être un havre de paix, un espace privilégié de recherche, de construction de l'en commun, et qui va influencer le reste du monde. 7e session du conseil d'administration de l'INPS, Institut national en santé publique, plus de 3,9 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2025, soit une diminution de 12% par rapport au budget de l'année dernière. L'examen et l'adoption du rapport d'activité financier 2025 sont entre autres points soumis aux administrateurs. Reportage Sokona Misoko. Structure sanitaire spécialisée, l'INSP, l'Institut national en santé publique, se présente comme un maillon essentiel du système. Cependant, les prestations au titre de l'exercice écoulé ont été timides à cause de certaines pesanteurs. On retient volontiers le déficit de financement structurel de la recherche et de la formation continue, la lourdeur du processus de décaissement des fonds de certains partenaires. L'année 2024 a été riche en événements particuliers. L'honneur a été fait à l'Institut national de santé publique d'abriter, entre deux conseils d'administration, 2 cérémonies de remise d'équipements médicaux au réseau de laboratoires et aussi à des établissements de santé. La tenue de comités d'éthique, la tenue de comités de gestion, la hiérarchisation de plusieurs cadres dans l'enseignement supérieur, le renforcement des capacités des ressources humaines, la réalisation de nombreux examens dans le cadre de la surveillance épidémiologique. Des résultats engagés grâce à la résilience du personnel, une dynamique qui devra être maintenue et renforcée pour cette année 2025. Le budget prévisionnel élaboré à cet effet s'élève à moins de 4 milliards de francs CFA contre un peu plus de 4 milliards et demi de francs CFA au titre de l'année 2024, soit une diminution de 12%. En 2024, le budget de l'État a connu des coupures budgétaires importantes dans plusieurs secteurs, y compris le nôtre. En termes de bilan, les réalisations de l'INSP en 2024 s'élèvent à 4 milliards 87 355 980 francs CFA pour une programmation budgétaire de 4 milliards 527 235 668 francs CFA, soit un taux de réalisation des recettes estimé à 90% et un taux global d'exécution évalué à 76%. En plus des questions de veille sanitaire, de sécurité sanitaire mondiale, de règlement sanitaire international, je voudrais que vous placiez un intérêt particulier à la recherche et à la formation qui constitue l'une des missions de l'INSP. C'est donc une autre année de défis qui s'ouvre à l'INSP, l'Institut national en santé publique. Des défis qui, espère le président du conseil d'administration, sont à la portée d'un personnel déterminé et résilient. Voilà, vous l'avez certainement corrigé, 7e session du conseil d'administration de l'INSP, Institut national en santé publique et non INPS. Le bureau malien de droit d'auteur Bunda a tenu sa 47e session de son conseil d'administration, la session qui est également budgétaire et équilibrée en recettes et en dépenses à plus d'1 milliard de francs CFA. Reportage Inaba. Le recouvrement des droits des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques est timide. C'est pourquoi le Bureau malien des droits d'auteur BIMDA
décide de mettre l'accent sur la communication, la sensibilisation et la formation des sociétaires. Ça va être la continuité en matière de recouvrement des redevances de droits d'auteur et des droits voisins et la mise en œuvre de la rémunération pour copie privée. Encore faut-il le rappeler, cette rémunération pour copie privée est aujourd'hui l'enjeu principal du droit d'auteur. Parce que le droit d'auteur classique n'est plus de mise. Nous sommes face à la technologie et c'est un droit qui évolue de façon très rapide et nous nous engageons à mettre cette rémunération pour copie privée dans l'opérationnel. Certes, le rapport d'activité fait ressortir des acquis, mais des efforts doivent être poursuivis en vue d'améliorer les performances, notamment le recouvrement des redevances auprès des grands utilisateurs d'œuvres et d'autres acteurs qui se servent des produits artistiques. Et les perspectives sont grandes. En termes de perspectives pour l'année 2025, un projet d'activité vous est soumis. Ces activités seront financées sur la base d'un budget équilibré en recettes et en dépenses à la somme d'1,922,464 francs CFA contre 1,112,158 francs CFA, soit un taux de régression de 0,51% par rapport aux prévisions de l'année 2024. Créé en 1976, le Bureau malien des droits d'auteur a pour mission la défense des droits moraux, matériels et professionnels des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques. C'est parti depuis le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ pour la 20e édition du Mali Festi Reggae. Cette édition se tient du 13 au 15 février autour du thème One Love. Reportage Ibrahim Kaou Konaté et Siriki Koulibaly. Créé depuis 2 décennies par l'artiste reggae woman Sista Mam pour promouvoir la musique reggae, Mali Festi Reggae vise à perpétuer la mémoire de Robert Nesta Marley, dit Bob Marley. C'est aussi un cadre d'échange et d'expression pour les reggaemans d'Afrique et d'ailleurs autour du thème One Love. Le thème de cette année, One Love, n'est pas un simple slogan. C'est un cri de cœur, un serment collectif que nous faisons en ce moment précis, un engagement à résister à la division, à repousser la haine, à célébrer la vie et l'amour dans un monde où l'obscurité gagne du terrain. Cette 20e édition est placée à la mémoire de Tene Awachero, fervente défenseuse des idéaux de Bob Marley et mère de Sista Mam et sa sœur. Tene Awachero Sangaré était plus qu'une voix. Elle était une lumière, un guide et un modèle. Aujourd'hui, nous nous rendons hommage, non pas par de simples mots, mais en perpétuant ses idéaux et en portant plus haut la flamme de l'engagement culturel et citoyen. Le président de la transition, son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a proclamé l'année 2025, année de la culture, lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2024. Conformément à sa vision de donner une culture du Mali Koura à la jeunesse et à inculquer les valeurs sociétales aux jeunes du Mali dans une dynamique de revitalisation culturelle de nos territoires. Cette déclaration du président de la transition doit être traduite en actions concrètes afin de contribuer à l'avènement du Mali Koura. L'occasion était bonne pour les jeunes journalistes, blogueurs et web activistes de recevoir leur attestation de fin de formation, initiée par l'association culturelle de Mali Festi Reggae. Et la 10e édition du Festival d'Ibi se tient du 11 au 23 février 2025 sur la place du Cinquantenaire. Cette année au programme, plusieurs journées thématiques sur la paix et la cohésion nationale. La présidente du festival, Aminata Bokoum, s'exprime au micro de Ibrahim Kaou Konaté. Le Festival d'Ibi vient d'une idée, l'idée de faire du Mali une destination touristique
à travers la gastronomie. Et aujourd'hui, quand on parle du festival Dibi, les gens pensent que c'est seulement le Dibi Sogo, mais c'est vraiment une traduction de grillade en bambara. Donc il veut dire tout ce qui peut être braisé, tout ce qui peut être grillé. Donc on a du poisson, on a du poulet, on a des crustacés, des fruits de mer, on a de la viande, du chameau, etc. Vraiment tout ce qui peut être grillé, c'est grillé. Donc l'idée en fait c'est de faire de cet événement-là une plaque tournante aujourd'hui en termes de gastronomie en Afrique, au Mali, et aussi en faire une destination, que les gens viennent découvrir le Mali à travers cela. Bon. Cette 10e édition a été placée sous la haute présidence du général d'armée, M. Assimi Goïta, son excellence notre président et chef de l'État, parce que comme il a dit depuis le début, s'il échoue, c'est la jeunesse qui a échoué. Et il a notamment dédié aussi 2025 année de la culture. Il a dédié 2025 à la culture. Et pour nous qui sommes acteurs de la culture, pour nous qui sommes promoteurs culturels, pour nous qui sommes ambassadeurs culturels, il est de notre devoir en fait de le remercier pour cet acte-là qui valorise l'artisanat, la culture, le tourisme, et c'est pour ça qu'on a décidé de placer l'événement sous sa haute présidence. La particularité de cette 10e édition, c'est que nous avons instauré beaucoup de soirées. Au début, nous faisons vraiment des nuits dédiées au Nord, et donc cette année, on a aussi rajouté une journée qu'on appelait la journée du Ferekene. Le Ferekene, que le vivre ensemble, la cohésion, le partage. Donc l'idée, c'est de pouvoir découvrir les différents mets en dehors des grillades, des mets traditionnels, nos tenues traditionnelles, nos cultures, nos us et coutumes. Cette journée est organisée sous le haut parrainage de M. Ismaël Awagé, qui est le ministre de la Réconciliation nationale. Nous avons également instauré aussi une journée que nous allons dédier aux jeunes handicapés. Et quand on dit handicapé, ce n'est pas seulement physique, mais tous ceux qui ont des difficultés à pouvoir parler, s'exprimer, travailler, et pour qu'ils puissent bénéficier de formation, pour qu'eux aussi puissent se prendre en charge. Il y a beaucoup d'éléments phares cette année, et notamment la journée de demain, qui est le 14 février, où M. Salif Keïta, l'illustre Salif Keïta, qui a fait danser toute l'Afrique depuis plus de 50 ans, qui est intemporel, qui est notre guest star, va nous gratifier d'un concert gratuit pour toute la population malienne. Rendez-vous donc sur la place du cinquantenaire. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. La rédaction vous donne rendez-vous demain 13h pour d'autres points de l'actualité avec Ousmane Dao, et à 20h retrouvez Awama Kamara. L'oreille qui n'écoute pas les conseils se retrouve sur le dos du couteau, disaient nos grands-pères Mossi du Burkina Faso, pour nous rappeler l'importance de prendre en compte les conseils des aînés pour éviter des erreurs ou des échecs. Bonne fin de soirée à tous.